Bonjour François Asselineau, nous sommes le 1er novembre et nous allons tout de suite commencer cet entretien d'actualité avec la question: quelles sont les suites de la déclaration d'indépendance de la Catalogne? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement aujourd'hui le jour de la Toussaint, le mercredi 1er novembre 2017. Alors, vous m'interrogez sur la déclaration d'indépendance de la Catalogne. En fait, c'est pas de la Catalogne, c'est très exactement du Parlement régional de Barcelone qui a proclamé l'indépendance, un bulletin secret d'ailleurs, et avec 2 voix de moins que ce qui était prévu d'après les partis qui appelaient à l'indépendance. Donc ce qui prouve au passage que les députés catalans qui ont voté en faveur de cette déclaration, en fait, n'étaient pas finalement si fiers d'eux et en tout cas ne voulaient pas être reconnus, puisqu'il y avait eu une demande de vote donc anonyme, à bulletin secret, et deuxièmement, il y a quand même 2 personnes qui n'ont pas voté, ce qui fait qu'il est impossible de savoir qui en fait a voté. Moi, cette déclaration d'indépendance, je l'appelle une déclaration de dépendance. En réalité, les autorités catalanes ont fait acte de dépendance et d'allégeance. De dépendance à qui? Et de dépendance, en fait, au pouvoir euro-atlantiste. Parce qu'on ne peut pas, un pays comme la Catalogne, une région comme la Catalogne, si elle devenait indépendante, aurait la taille à peu près de la Belgique, elle pourrait encore moins résister au rouleau compresseur euro-atlantiste que l'Espagne. Les dirigeants, Monsieur Carles Puigdemont, qui est le président, enfin qui était le président de la région catalane jusqu'à ce qu'il soit déposé par le gouvernement central de Madrid, n'a jamais fait mystère que l'indépendance, entre guillemets, de la Catalogne qu'il proposait devait se situer dans le cadre de l'Europe. D'ailleurs, son parti, le parti qu'il a créé, je ne sais plus quoi, c'est le parti pour la Catalogne en Europe. Enfin, il y a le mot Europe dans le parti. Et, comme on le sait, les autorités de Madrid, utilisant l'article 155 de la Constitution espagnole, ont déposé donc le gouvernement régional, les autorités régionales ont été jugées inconstitutionnelles, des poursuites ont commencé à être lancées, et Monsieur Carles Puigdemont, donc le président de l'autorité catalane, en fait s'est enfui. Il s'est enfui. Il s'est enfui d'une façon un peu rocambolesque, c'est-à-dire que il a pris une voiture pour monter directement, passer en France par un intermédiaire, donc du côté de Collioure, par la route le long de la Méditerranée, pour entrer dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas de contrôle aux frontières puisque c'est dans l'espace Schengen. Ensuite, il a pris l'autoroute, il est arrivé jusqu'à Marseille, et de là, il a pris un avion de Marseille pour aller à Bruxelles. Donc, premièrement, il a fui lâchement. Il n'est pas allé prendre un avion. Il aurait pu prendre un avion Barcelone-Bruxelles. Donc il a fait ça en douce. Et puis deuxièmement, il est allé à Bruxelles. Donc c'est une déclaration de dépendance. Alors moi, je ne sais pas très bien ce qu'il a dans la tête. Finalement, peut-être qu'il est plus bête qu'on ne le pensait, je ne sais pas, parce que il semble que dans un premier temps, il ait voulu demander l'asile politique à la Belgique. Et plus exactement, il a été soutenu par un ministre flamingant, qui appartient à un mouvement d'extrême droite indépendantiste flamande. Ce qui fait grand genre, puisque normalement, Monsieur Puigdemont était soutenu, paraît-il, par les forces de gauche et d'extrême gauche en Catalogne. Et voilà qu'il rejoint donc Bruxelles pour se faire protéger par un ministre qui est lui-même d'un mouvement d'extrême droite. Sauf que ces 2 pieds nickelés ne savaient sans doute pas, ou alors les bras, enfin moi les bras m'en tombent de cette histoire, c'est qu'ils ne savaient sans doute pas qu'il y a à l'intérieur de l'Europe ce qu'on appelle le mandat d'arrêt européen. Moi j'ai déjà expliqué depuis des années que nous voulons lutter contre le mandat d'arrêt européen. Mandat d'arrêt européen, ça veut dire qu'à partir du moment où un État de l'Union européenne émet un mandat d'arrêt, tous les autres États de l'Union européenne doivent immédiatement déférer à ce mandat d'arrêt. Il n'y a plus de procédure d'extradition.
La procédure d'extradition, normalement, consiste à ce qu'un État vérifie la légitimité de la demande, vérifie également quels sont les risques encourus, alors que là, M. Puigdemont encourt quand même 30 ans de prison pour sédition, actes inconstitutionnels, etc. Donc, en fait, normalement, si l'Espagne, ce qui ne saurait tarder, émet un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Puigdemont, la Belgique ne peut pas faire autrement que d'arrêter M. Puigdemont, de le mettre dans un avion et de l'envoyer à Madrid. C'est les charmes de la construction européenne, c'est les charmes de l'Union européenne. Alors, M. Puigdemont, qui voulait la Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, il faudra peut-être qu'un jour il commence à regarder les traités d'un petit peu sérieusement, et puis peut-être, si un jour il est mis en prison, il aura peut-être, espérons pour lui, un ordinateur, et puis qu'il pourra regarder. Il faut espérer qu'il comprenne un peu le français, qu'il regardera mes conférences. Il se rendra compte que ça a peut-être de l'intérêt de connaître les articles des traités. Alors, M. Puigdemont est donc arrivé à Bruxelles. Ça a été un peu la débandade quand on a appris ça en Catalogne. C'est-à-dire que les gens qui s'imaginaient qu'il allait y avoir des manifestations monstres, de la désobéissance civile, donc on allait imiter Gandhi avec la désobéissance pour l'indépendance des Indes. Enfin, on avait vu déjà se monter toute une série de procédures un peu fantasmatiques. D'un seul coup, ça a fait pchit. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que, voilà, le capitaine du navire était parti avant tout le monde. Ça a fait comme mauvais genre, donc du coup, tout ça, ça s'est dégonflé comme une baudruche. Ça fait penser à cette phrase de Marx, je vais citer Marx aujourd'hui, qui disait qu'en fait, l'histoire ne se répète jamais, ou alors sous la forme d'une farce. En fait, ce truc est en train de se transformer en farce, en mauvaise farce. Alors, M. Puigdemont est arrivé à Bruxelles. Pendant plusieurs heures, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Et puis, alors hier, donc mardi 31 octobre, il a fait une conférence de presse où il a expliqué qu'il n'avait jamais voulu demander l'asile politique à la Belgique. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il est allé en Belgique? Et pourquoi est-ce qu'il a pris comme avocat un avocat qui est spécialiste justement des demandes d'asile? Bon, à mon avis, c'est surtout qu'il a pris un avocat qui lui a dû lui expliquer qu'il avait fait un mauvais calcul. Et puis alors M. Puigdemont a dit que de toute façon il ne rentrerait pas en Espagne. Mais il ne rentrerait pas en Espagne, c'est très gentil. Mais si, comme je l'ai dit, l'Espagne émet un mandat d'arrêt, je ne vois pas pourquoi elle n'émettrait pas un mandat d'arrêt, puisqu'il est inculpé pour sédition, ce sont des faits extrêmement graves, qui lui encourent 30 ans de prison ferme. Normalement, l'Espagne va émettre un mandat d'arrêt. Et donc la Belgique sera obligée d'arrêter M. Puigdemont et de l'envoyer à Madrid. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure d'apprendre qu'aujourd'hui, demain ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, le temps que la procédure de mandat d'arrêt européen soit lancée par Madrid, que M. Puigdemont ait pris la poudre d'escampette et pris la direction, par exemple, de Washington. Puisque on va publier bientôt des éléments d'information et d'analyse plus précis sur notre site, où l'on découvre que lorsqu'on creuse le sujet, M. Puigdemont, qui est un journaliste d'origine, en fait a eu des contacts, lui et ses proches, avec beaucoup de gens d'outre-Atlantique, y compris d'ailleurs avec des sociétés qui sont proches de l'Open Society de George Soros. Il y a des financements qui sont derrière, il y a des conseils qui sont derrière, il y a également des conseils de manipulation politique. On a vu une vidéo qui a circulé, qui était un copier-coller d'une vidéo qui avait été faite au moment de la prétendue révolution du Maïdan en Ukraine. Il y avait donc des forces qui étaient derrière. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a des pro-européens qui disent, vous voyez qu'en fait, les États se défendent, l'Espagne a refusé, la France a soutenu l'Espagne, etc. Et d'ailleurs, la Commission européenne a dit qu'elle était contre ce qui se passait. Nous avons affaire à des choses complètement tordues. Je rappelle ce que disait cette belle parole de Confucius, le grand sage chinois qui vivait en Chine en moins 500 à moins 450 avant Jésus-Christ, pendant la période des royaumes combattants, et qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Alors certes, la Commission européenne, a priori, a désavoué et soutient l'unité de l'Espagne. Oui, sauf que M. Puigdemont, à Bruxelles, il s'est exprimé devant le Press Club européen, qui est une structure qui a été inaugurée en décembre de l'année dernière, et inaugurée par qui je crois que c'était
ou non, excusez-moi, en 2010 peut-être, enfin il y a quelques années, qui avait été inauguré par qui? Par José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Que M. Puigdemont est donc reçu, et certains de ses proches ont été très cordialement reçus par la Commission européenne. C'est-à-dire que nous avons en Europe, aussi bien à Bruxelles, mais aussi au niveau des dirigeants européens, des gens qui soufflent le chaud et le froid, qui en apparence condamnent, écoutez les paroles, mais dont les actes en réalité vont dans le sens de l'éclatement des États-nations. Et observez les actes. Il y a d'ailleurs quelque chose, il faudra réfléchir à tout ce qui vient de se passer en Espagne, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu curieux. De la part des autorités espagnoles elles-mêmes, un enfant de 7 ans n'aurait pas agi comme a fait Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol. Si vraiment le Premier ministre espagnol considérait à juste titre que le référendum en Catalogne était inconstitutionnel, ce qui est le cas, c'est objectivement contraire à la Constitution espagnole. À ce moment-là, il devait, à partir du moment où les autorités catalanes avaient décidé de maintenir la date du référendum, eh bien, une semaine avant, il devait faire agir l'article 155. Et il devait donc immédiatement couper l'herbe sous le pied pour que ce référendum n'ait même pas lieu. Là, il a laissé le référendum avoir lieu, il a fait des violences policières, enfin, ça a été géré comme un gougnafier. Alors, soit, effectivement, ils sont complètement incompétents, c'est pas totalement impossible, soit il y a aussi une volonté, peut-être, des autorités espagnoles qui, tout à la fois condamnant, jettent de l'huile sur le feu. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en France, où M. Macron condamne, il soutient l'unité de l'Espagne, etc. Mais au même moment, on a M. Macron qui ne cesse, et son gouvernement qui ne cesse que de retirer du pouvoir à l'État, qui ne cesse que de donner de plus en plus de pouvoir aux régions françaises. Qu'est-ce qui va se passer en Corse? Qu'est-ce qui va se passer en Bretagne, etc., etc. Donc finalement, l'enseignement de tout ceci, c'est que on a affaire soit à des dirigeants qui sont complètement incompétents, soit à des dirigeants, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, soit à des dirigeants qui sont perfides et qui font semblant d'avoir une politique tout en menant une autre. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, insister sur le fait que cette politique des euro-régions continue son travail de sape. On a beaucoup parlé de l'Espagne et de la Catalogne. On a moins parlé de ce qui s'est passé il y a quelques jours en Italie, avec la Lombardie et la Vénétie, qui sont deux provinces riches. La Lombardie, c'est au nord-ouest, la Vénétie, c'est au nord-est, avec Venise. En Lombardie, en Vénétie, ce sont deux provinces italiennes qui sont parmi les plus riches de la botte italienne. Et donc, les ressources fiscales procurées par ces régions sont réutilisées par la République italienne, par l'État italien, pour faire du transfert social vers les régions pauvres, notamment celles du Mezzogiorno, c'est-à-dire du sud de la botte italienne. Alors il y a eu un référendum aussi qui a eu lieu sur l'autonomie croissante financière de ces deux provinces, et qui est un référendum qui a été autorisé par les autorités de Rome. Pourquoi ont-elles autorisé ce référendum? Il y a eu, je crois, un taux de participation qui n'était pas énorme, mais qui a quand même dépassé, je crois, 50%, 52%, et surtout, il y a eu 97 et 98% des gens qui ont voté pour une autonomie croissante. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, les électeurs ont dit, enfin les partis politiques ont dit aux électeurs, voilà, l'argent que nous produisons, nous allons le garder pour nous plutôt que de le donner aux Napolitains, aux Siciliens, aux gens qui habitent du côté de Brindisi, des Pouilles, voilà, c'est-à-dire les régions pauvres. Alors évidemment, les gens se disent, ben oui, c'est notre argent, on va garder tout ça pour nous. Ce qui prouve au passage, c'était d'ailleurs la même chose en Catalogne, ça prouve au passage que l'intérêt à agir des populations est un intérêt qui n'est pas sympathique du tout. Je l'avais déjà dit, je reviens dessus. Les Catalans, ils se disent, on ne veut pas payer pour les pauvres parmi nous. Donc c'est profondément égoïste. C'est pareil en Lombardie, en Vénétie. Il y a des motivations profondément égoïstes. On pourrait très bien avoir, c'est assez curieux d'ailleurs qu'en France, ce soit la Corse ou ce soit, je ne sais pas moi, le Pays Basque ou les Pyrénées-Orientales où il y a des velléités d'indépendance. La Corse vit sous des perfusions permanentes
d'argent venant de la République française, s'il y a bien des régions qui devraient proclamer leur indépendance, ça serait la région Île-de-France, par exemple. Alors là, effectivement, la région Île-de-France, si les franciliens gardaient l'argent, le PIB qui est produit en région Île-de-France pour eux, ben, ça serait au détriment du reste. Ce qui est en cause, c'est l'unité nationale. En France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique. C'est l'unité nationale qui est en cause, c'est la solidarité nationale. En fait, ce qui est véhiculé par ces mouvements indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne, ce qui est véhiculé, c'est en fait une vision, comment dirais-je, égoïste. Une vision qui fait prévaloir la loi de l'argent, la loi du profit pour soi, contre la solidarité nationale héritée des siècles. C'est particulièrement répugnant, je me permets d'insister. Puis je voudrais encore conclure là-dessus. Il n'y a pas de fin. Parce que si la Catalogne obtenait son indépendance, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un canton en Catalogne qui dirait « mais le pouvoir de Barcelone, c'est une épouvante ». Pourquoi est-ce qu'en Vénétie, par exemple, c'est grand la Vénétie? Mais pourquoi la ville de Venise, qui est certainement une ville où il y a un tourisme extraordinaire, où il y a énormément un pouvoir d'achat considérable, il y a des touristes du monde entier, pourquoi est-ce que la ville de Venise ne proclamerait pas son indépendance du reste de la partie continentale de l'Italie, de la Vénétie? On peut aller loin. D'ailleurs, ça ne serait qu'un retour à l'histoire du Moyen-Âge. La République de Venise était une petite république qui avait essaimé tout au long de la Méditerranée orientale et qui faisait du commerce. Donc on pourrait très bien voir que la République de Venise demande son indépendance. Pareil, d'ailleurs, on reviendrait à l'Italie d'avant la Renaissance, avec, en fait, on reviendrait contre tout ce qui a été le Risorgimento, tout ce qui a été l'unification italienne, qui a eu lieu dans les années 1860, avec d'ailleurs le soutien de la France à Cavour. On se rappelle l'entretien qui avait eu lieu entre Napoléon III et Cavour, qui était le Premier ministre de Victor-Emmanuel de Savoie, où la France, c'était une entrevue qui avait eu lieu dans un village des Vosges qui s'appelle Plombières. C'est là où a été inventée la glace Plombières, une ville d'eau. Et dans cette entrevue à Plombières, donc, Napoléon III avait apporté le soutien à Victor-Emmanuel de Savoie pour que l'unification italienne, moyennant quoi, en échange, la France allait récupérer, allait voir transférer sous sa souveraineté le canton de Nice et la Savoie. Alors, eh bien, on pourrait imaginer aussi que, par exemple, les Bretons, une petite minorité en Bretagne qui réclame l'indépendance, et on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, eh bien, il y ait le pays du côté de Rennes qui réclame son indépendance, qui ne veut pas dépendre du Morbihan, lesquels n'ont rien à voir avec les Finistériens. Donc c'est en fait une fragmentation jusqu'à l'infini qui peut se produire, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions. On va voir la suite des événements, on va voir ce que va devenir M. Puigdemont, on va voir si peut-être il va partir chez, en fait, ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire du côté de Washington. Moi, je le vois arriver, cette histoire, parce que sinon, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Et je doute qu'il aille demander l'asile à la Corée du Nord. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans toute cette affaire. Ce que je vois, en tout cas, moi, c'est que, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même un des deux grands sujets fondamentaux du moment. Les deux grands sujets fondamentaux du moment, les plus importants pour la France et pour le continent européen, c'est 1. Le risque d'explosion des États-nations et 2. Le risque de plus en plus certain maintenant d'explosion de l'euro. Ces deux grands sujets sont deux grands sujets dont je me flatte, dont j'ai la fierté de les avoir portés au moment de l'élection présidentielle, et j'ai été le seul. J'ai été le seul candidat à avoir porté ces sujets pendant l'élection présidentielle, à avoir annoncé l'explosion de l'euro à venir à cause des soldes Target, et à avoir annoncé la menace mortelle contre l'unité nationale des États-nations, à avoir cité souvent le cas catalan. Les autres candidats, motus et bouche cousue. D'une part, ça justifie a posteriori la campagne que j'ai menée. D'autre part, le véritable scandale, c'est que, encore aujourd'hui, ces deux grands sujets ne sont pas sur la place publique. Vous le savez, vous l'avez vu, je ne suis pas invité sur les grands médias du pays, parce qu'en fait, les gens qui détiennent les grands médias savent que ce que je dis est vrai. C'est une raison pour laquelle je me permets d'insister, là, je l'insisterai maintenant de plus en plus, je demande à toutes celles et à tous ceux qui me regardent,
et qui m'approuvent, il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui m'approuvent, qui disent ce monsieur a raison, etc., qu'ils arrêtent de trouver des excuses pour ne rien faire. Voilà. Il faut adhérer, se mobiliser. Voilà. Moi, j'ai eu 332 000 voix lors de l'élection présidentielle. C'est quand même la population entière de l'Islande. S'il y avait 1 sur 3 des personnes qui ont voté pour moi, les présidentielles qui adhéraient à notre mouvement, nous aurions 100 000 adhérents à l'UPR, alors que nous allons franchir les 30 000. On aurait au moins 3 à 4 fois plus d'adhérents si seulement un électeur sur 3 qui avait voté pour moi adhérait. Et si l'UPR avait 100 000 adhérents, nous serions le premier parti de France. La responsabilité ne m'incombe pas seulement à moi de la suite des événements, elle n'incombe pas seulement au Bureau national qui va bientôt être renouvelé dans le cadre du Congrès, elle n'incombe pas seulement à tous les responsables de notre mouvement politique, elle incombe également à tous les gens qui me regardent. Il faut se mobiliser. Tant que l'UPR n'aura pas 100 000 adhérents, eh bien, on pourra encore nous boycotter dans les médias. Auriez-vous des nouvelles du Brexit ? Alors là, je vais être beaucoup plus court. Sur le Brexit, il y a eu en ce moment, les négociations sont interrompues, mais elles doivent reprendre, d'après ce qu'on apprenait aujourd'hui même, elles doivent reprendre le 9 novembre. David Davis, qui est le ministre britannique chargé du Brexit, doit se rencontrer de nouveau avec Michel Barnier, qui est le commissaire européen de nationalité française, qui est chargé de mener ces négociations. Alors, il y a des points de blocage, toujours. Il y a 2 points que je voudrais relever. C'est que M. Macron a encore fait une macronade il y a quelques jours en disant que le Brexit, c'était la catastrophe, que Mme Theresa May savait pas comment s'en sortir, etc. Je crois déjà l'avoir dit, je le rappelle, le ministre britannique a dit que tout ça était complètement faux. Et je me permets de réinsister ici, le taux de chômage en Royaume-Uni est de 4,5%, c'est le plus bas depuis 1975. Donc M. Macron ferait bien d'arrêter de donner des leçons de bonne santé au Royaume-Uni. Tous les comptes, ou à peu près tous les comptes, sont meilleurs au Royaume-Uni qu'ils ne le sont en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le ministre avait renvoyé Macron dans ses buts. Le deuxième point, c'est que parmi les points de blocage, je voyais une dépêche AFP qui ressassait encore cette histoire que le point de blocage, c'était comment dirais-je, l'ardoise, comme disent les journalistes, le montant que doivent payer les Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Alors je l'ai déjà dit, mais je voudrais revenir ici pour que les gens qui m'écoutent, qui heureusement sont de plus en plus nombreux, comprennent bien ce dont il s'agit. Il y a des gens qui sont persuadés que si on sort de l'Union européenne, ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est exactement le contraire qui est vrai. Quand on demande, quand la Commission européenne exige du Royaume-Uni qu'il donne de l'argent, cette ardoise, cette somme à payer pour sortir, c'est pas une somme à payer pour sortir, c'était une somme à payer pour rester dans l'UE. On est dans une espèce d'inversion systématique des valeurs et d'inversion systématique du vocabulaire. Comme tout à l'heure, la déclaration d'indépendance de la Catalogne, c'est en fait une déclaration de dépendance complète devant la Banque centrale européenne, devant la Commission européenne, devant Washington. C'est ça, une déclaration, la déclaration catalane. Il se déclare dépendant d'ailleurs. Puigdemont est allé faire acte de soumission à Bruxelles. Eh bien là, c'est la même chose. En réalité, la somme qui est demandée au Royaume-Uni, c'est la somme que le Royaume-Uni doit payer pour rester dans l'UE. C'est l'accumulation du budget les budgets sont sur 5 ans, c'est l'accumulation de ce que le Royaume-Uni doit jusque normalement à la sortie qui était prévue en 2022, quelque chose comme ça, ou 2020. Et donc, le Royaume-Uni sortant, la Commission européenne dit « Ah oui, mais attendez, le gouvernement précédent, celui de David Cameron, avait pris un engagement sur 5 ans de donner cet argent, donc vous nous devez cet argent. » C'est ça qui est demandé. Alors que le gouvernement de Theresa May dit « Mais pas du tout, nous on sort, on veut plus donner d'argent. » Je l'ai déjà expliqué pour comprendre un peu le phénomène. J'avais pris cet exemple que je me permets de redire. C'est exactement comme si quelqu'un, par exemple, décidait d'aller passer un mois de vacances dans un hôtel au mois de juillet de l'année prochaine. Et il verse donc des arts et il s'engage pour rester un mois sur place. Et puis il arrive, et puis entre-temps il change d'avis, et puis au bout d'une semaine il se dit je vais m'en aller.
Et à ce moment-là, l'hôtelier lui dit, oui, mais attention, vous aviez pris un engagement sur un mois, donc vous devez me payer le mois entier. Alors que le vacancier dit, attendez, je suis resté 5 jours, vous n'allez pas me faire payer le mois entier parce que je m'en vais. Le débat, il est là. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas effectivement sans doute des frais supplémentaires qu'il faut, on peut peut-être pas partir comme ça, mais présenter, comme c'est présenté dans la presse française, l'idée que si on sort de l'Union européenne, les Britanniques vont devoir dépenser beaucoup d'argent, c'est une idée absolument scandaleuse puisque cet argent de toute façon devait être déboursé. Et la question c'est est-ce qu'ils vont en dépenser moins que ce qui était prévu? Et puis j'ajoute que ça c'est jusqu'à la fin de la période budgétaire, les plans budgétaires sur 5 ans, mais ensuite le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne. Et donc le Royaume-Uni n'aura plus à dépenser de l'argent pour l'Union européenne. Et je rappelle ici, jusqu'à l'évidence, un certain nombre de dirigeants français ne savent pas, à commencer par monsieur Mélenchon, j'avais vu ça l'autre jour, un débat à l'Assemblée nationale, les gens croyaient que le Royaume-Uni recevait plus d'argent qu'il n'en dépensait. Pas du tout. Le Royaume-Uni, certes, bénéficie de ce qu'on appelle le chèque de Margaret Thatcher, donc il a une compensation sur la politique agricole commune parce qu'il recevait vraiment peu d'argent en matière agricole, mais même en tenant compte du chèque Thatcher, du chèque des restitutions spécifiques au Royaume-Uni, le Royaume-Uni donne à Bruxelles nettement plus d'argent qu'il n'en reçoit. C'est un pays qui est contributeur net de l'ordre de 6 milliards d'euros, un petit peu moins que la France, mais quand même, et cet argent-là va donc être économisé. Alors je le rappelle parce que je tiens à le dire, il faut absolument que les Français qui m'écoutent aient l'esprit très clair. Ne vous laissez jamais intimider dans une conversation en famille avec des amis par des gens qui vous diraient « Vous avez vu, c'est la catastrophe, le Brexit, et vous avez vu l'ardoise qu'ils vont payer. » Un, ça n'est pas la catastrophe. Deux, l'ardoise, c'est l'ardoise que nous allons payer, par exemple, pour rester dans l'Union européenne. En réalité, le Royaume-Uni va faire des affaires. D'ailleurs, les Britanniques sont quand même des champions du monde du pragmatisme. Le pragmatisme est une très grande valeur britannique. Ils savent très bien que s'ils font ce qu'ils font, c'est qu'ils y ont intérêt. Et que pensez-vous de la politique du gouvernement français sur les Outre-mer ? Alors là, on est un petit peu en dehors de l'Union européenne, pas tout à fait, puisque il y a eu un sommet qui s'est tenu en Guyane, qui était le sommet des RUP, c'est-à-dire des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. C'est ainsi que sont baptisés dans les traités européens les départements et territoires d'outre-mer des pays d'Europe qui possèdent des départements et des territoires d'outre-mer. Il n'y a pas que la France. La France, elle a des départements, des territoires, des collectivités d'outre-mer, qui sont, pour certains d'entre eux, dans l'Union européenne, dans le cadre des régions ultra-périphériques, mais elle a aussi des collectivités ou des territoires d'outre-mer qui ne sont pas dans l'Union européenne. Dans la Caraïbe, je l'avais déjà dit, je le répète, l'île de Saint-Barthélemy n'est pas dans l'Union européenne. Elle est sortie d'ailleurs. C'est une commune de France qui est sortie de l'Union européenne. Elle se porte très bien, merci pour elle. Enfin, sauf qu'il y a eu le ouragan Irma qui est passé récemment. Mais à part ce phénomène météorologique qui a frappé Saint-Martin plus encore que Saint-Barthélemy, mais mis à part ça, l'île de Saint-Barthélemy se porte très bien. Et je rappelle, j'en profite pour rappeler, que nos compatriotes qui vivent dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire les résidents, les habitants de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ne sont pas dans l'Union européenne juridiquement. D'ailleurs, ils n'ont pas l'euro, ils ont le franc Pacifique. Il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont des territoires également d'outre-mer, notamment les Pays-Bas. La partie sud de l'île de Saint-Martin est néerlandaise. Ils ont également des petites îles du côté du Venezuela, Curaçao, Aruba, etc., qui sont des confettis de l'ancien empire néerlandais. Il y a également quelques îles qui restent à la couronne britannique et qui font partie. Et puis aussi, je crois qu'il y a les Açores portugaises, les Canaries espagnoles font partie également de ces régions dites ultra-périphériques. Alors il y avait un sommet qui s'est tenu en Guyane avec Macron qui est allé là-bas, et puis il y a eu Juncker, le président de la Commission européenne, qui est allé sur place. Alors j'en ai déjà parlé, vous avez vu que ça a tourné à l'émeute, parce qu'en fait M. Macron est allé faire encore une fois de la provocation. Il est allé faire de la provocation, c'était sur le thème « Regardez, l'Europe est magnifique, sauf que les fonds versés par l'Europe, c'est les fonds versés par la France à l'Europe, dont on a les 2/3. Et deuxièmement, les restrictions budgétaires dont souffre ô combien
nos compatriotes de Guyane découlent directement des traités européens, plus exactement des rapports des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne et des demandes incessantes de restrictions budgétaires exigées par la Banque centrale européenne à Francfort. Donc, on ne peut pas à la fois aller voir en Guyane, alors que c'est un territoire, un pays, un département où il y a eu des sous-infrastructures colossales, c'est un département où il y a une immigration clandestine très préoccupante venue du Brésil ou venue du Suriname, qui est à l'ouest, et qui n'est pas réglée, c'est un peu comme à Mayotte. Il y a des déficits d'infrastructures géants, il y a des quantités de collèges qui ne sont pas aux normes, vous avez énormément de problèmes d'infrastructures qui n'ont pas été réglés, et en plus on continue à tailler dans les dépenses vis-à-vis de l'outre-mer, et en plus de ça, M. Macron arrive avec Juncker en disant grâce à l'Europe, tout va aller mieux. C'est vraiment se moquer du monde. Il a suscité des émeutes, il y a le mouvement c'est pour la Guyane décollée, c'est du créole qui veut dire pour le décollage de la Guyane, qui avait déjà fait beaucoup parler de lui au mois d'avril, qui s'est manifesté, il y a eu des émeutes, des scènes d'émeutes à la préfecture de Cayenne, autour de la préfecture de Cayenne, et c'était reparti comme au mois d'avril. Et M. Macron, toujours avec son sens inné de la provocation, finalement, c'est un provocateur. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a aucun sens politique. M. Macron a commencé à dire qu'il n'était pas le Père Noël parce que les Guyanais n'étaient pas des enfants, que ça marchait pas comme ça. Mais s'il n'est pas le Père Noël, mais qu'il vienne pas et qu'il n'aille pas raconter ses salades. On a appris aujourd'hui même, fait hier, on a appris de la bouche de la ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin, que le fonds vert, c'était un fonds doté de 25 millions d'euros par an, je crois, qui avait été mis en place par le gouvernement précédent pour aider la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, donc 2 territoires d'outre-mer, à mener des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui, soit dit en passant, procure des sueurs froides aux personnes qui résident dans l'océan Pacifique. C'est peut-être un peu moins vrai en Nouvelle-Calédonie, puisque il y a des terres hautes, mais il est certain que les personnes qui vivent sur des atolls qui sont extrêmement plats, où il y a peut-être l'altitude maximale est 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau des océans, il y a un risque dans les décennies qui viennent qu'un certain nombre d'îles du Pacifique soient purement et simplement submergées, rayées de la carte. Le cas est particulièrement préoccupant dans un petit pays indépendant, enfin qui est en relation sous la dépendance de la Nouvelle-Zélande, mais qui a eu formellement son indépendance, qui est Tuvalu, également Tokelau ou Kiribati, qui sont ces micro-États qu'il y a dans le Pacifique Sud. Mais à Tuvalu, par exemple, il y a des atolls maintenant, des îles qui sont peuplées avec des milliers de personnes, qui sont à moitié... il y a 30-40 cm d'eau qui recouvrent aux marées hautes. C'est très préoccupant. Alors, il y avait donc un fonds vert qui avait de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est quand même pas énorme, c'est pas la mer à boire. 25 millions d'euros. Eh bien, Mme Girardin a annoncé hier que ce fonds était supprimé. Voilà. Ce fonds est supprimé, pourquoi ? Parce que des restrictions budgétaires, bien entendu. Toujours. Donc d'un côté, M. Macron va en Guyane en disant voilà, l'outre-mer me préoccupe et ci et ça, mais grâce à l'Europe, on va voir. Et puis de l'autre côté, l'Europe, il n'y a rien et on torpille dans les budgets d'outre-mer. Tout ça, il va falloir un jour que ça s'arrête. On ne peut pas à la fois constamment, depuis des années, prendre les Français pour des imbéciles, et puis dire une chose et faire son contraire. C'est la citation de Confucius de tout à l'heure. Écoutez les paroles, mais observez les actes. Les actes sont vraiment pas brillants. Quelles sont les nouvelles sur la scène politique étrangère ? Alors rapidement, au cours des derniers jours, 2 nouvelles importantes, me semble-t-il. Le président russe Vladimir Poutine est en voyage en Iran. Alors en voyage en Iran, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez récent. Pendant très longtemps, l'Union soviétique et l'Iran étaient ennemis. Puisque notamment, sous la période du Shah d'Iran, de Mohammad Reza Shah, le dernier Shah de la dynastie des Pahlavis, l'Iran était dans la main des Américains. Notamment depuis que la CIA avait fomenté un coup d'État contre Mossadegh, qui avait voulu nationaliser le pétrole en 1953.
Donc l'Iran avait toujours été plus ou moins dans la sphère d'influence française, en partie, mais aussi anglo-saxonne, et dans les années 60-70, la cour de Téhéran était très francophone et francophile. Il y a une grande tradition d'amitié franco-iranienne en Iran. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça remonte au voyage du voyageur Chardin sous Louis XIV. Il y avait du temps de la dynastie Kadjar, c'est-à-dire sous les chahs de la dynastie avant la dynastie des Pahlavis, donc disons au XIXe siècle, tous les médecins personnels du Shah d'Iran étaient français. Et il y a une grande tradition française. Mais il y avait aussi le poids de l'anglo-iranien en matière pétrolière, donc le poids des anglo-saxons en Iran. Donc l'Union soviétique était très opposée en fait à l'Iran pendant des décennies. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est un peu comme avec la Turquie. La Turquie qui est membre de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Iran. La Turquie qui est membre de l'OTAN, mais depuis la tentative de coup d'État qui a eu lieu à l'été de l'année dernière contre le président Erdogan, on voit bien que la Turquie dérive, enfin s'éloigne. Pas totalement, parce qu'il y a des forces très, très, très lourdes pour maintenir, arrimer la Turquie dans le camp occidental, mais quand même. Et on voit bien que la Turquie se rapproche progressivement de la Russie. Ce qui là aussi est très nouveau, puisque la Turquie et la Russie sont des ennemis héréditaires, et qui se partagent la mer Noire, et j'ai déjà souvent parlé de la guerre de Crimée de 1854, ou tout simplement de la libération de l'Est européen sous les tsars Nicolas Ier, Alexandre II, qui a eu lieu dans les années, disons, entre 1820 et 1880, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est, qui a été progressivement affranchie de l'Empire ottoman par les armées russes. Alors, la Russie se rapproche de la Turquie, la Russie se rapproche de l'Iran. Et là, le voyage de Vladimir Poutine, qui est reçu par le président Ali Rouhani, qui d'ailleurs, au passage, il y a également le président azerbaïdjanais qui fait partie, c'est une espèce de trio qui se rencontre à Téhéran, eh bien, ça montre, comme ça, chaque mois, il y a des petites informations comme ça que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui montrent que chaque mois, la Russie prend du poids. D'ailleurs, son triomphe contre Daesh, c'est la Russie qui a vaincu Daesh. C'est un repli majeur pour les États-Unis d'Amérique, ce qui vient de se passer. Et là, l'alliance qui est en train de se sceller, ou du moins le réchauffement très important entre Moscou et Ankara d'un côté, Moscou et Téhéran de l'autre, c'est quand même des revers politiques et géopolitiques majeurs pour les États-Unis d'Amérique. Alors, un deuxième déplacement à noter, c'est que, je crois qu'aujourd'hui ou demain, commence le voyage de Donald Trump en Asie. Donc Donald Trump va se rendre au Japon, en Corée, en Chine, je ne sais plus où exactement encore. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le voyage de Trump arrive à un moment où là aussi, le magistère politique et militaire des États-Unis est sacrément battu en brèche. Il y avait une dépêche aujourd'hui même du leader suprême nord-coréen Kim Jong-un qui s'est permis de se payer la tête, encore une fois, de Donald Trump en disant que c'était quelqu'un qui était mentalement dérangé, en disant du président des États-Unis. Ce que l'on peut observer, c'est que malgré les rodomontades de Donald Trump, vous vous rappelez, il y a quelques semaines ou il y a 2-3 mois, on allait voir ce qu'on allait voir, etc., on a vu, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la petite Corée du Nord, mine de rien, eh bien, a réussi à tenir la dragée haute aux États-Unis d'Amérique, malgré ces tirs de missiles qui ont été condamnés à l'ONU, qui ont valu des trains de sanctions les uns après les autres. Donc ça veut dire que la petite Corée du Nord, avec je sais plus combien, il y a peut-être 25 millions d'habitants, arrive à tenir la dragée haute par rapport au colosse nord-américain. J'ajoute que le voyage de Trump arrive à un moment où la Chine connaît un renforcement de puissance considérable. Le président Xi Jinping vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Il vient d'être d'ailleurs, d'une certaine façon, panthéonisé politiquement, puisqu'il apparaît maintenant comme un leader dans les textes officiels à la hauteur de Mao Tse-tung, c'est-à-dire du fondateur de la République populaire de Chine. Le pouvoir de Xi Jinping est très important. Il a assuré mieux son pouvoir que ses deux prédécesseurs immédiats, c'est-à-dire le président Jiang Zemin et le président Hu Jintao. Donc là, le pouvoir central à Pékin est très installé.
Ceux qui tablaient sur des risques d'éclatement, etc., en sont pour leurs frais. Et puis, j'en avais parlé cet été, il y a eu une manifestation, comment dirais-je, militaire, présidée par le président Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, qui a eu lieu en Mongolie extérieure. Mongolie intérieure, pardon, en matière, dans le cadre de la République populaire de Chine, qui était très impressionnant. Il y a eu un défilé militaire extraordinaire. L'armée chinoise est en train de devenir une armée des plus puissantes qui soit, avec pour objectif tacite de Pékin, c'est que l'armée chinoise devienne, sans doute à horizon de 2030, la première armée du monde devant celle des États-Unis. Donc en fait, Donald Trump est en train d'aller se rendre compte sur place que l'influence états-unienne, qui continue à être évidemment tout à fait importante, n'est plus ce qu'elle était. À Pyongyang, on se permet de lui faire un bras d'honneur et de se moquer de lui, en Corée du Nord. En Chine, on le regarde maintenant comme un partenaire, mais sans faire mystère qu'on aura une armée plus puissante que les États-Unis à horizon dans une quinzaine d'années. Aux Philippines, je ne parle pas du président Duterte qui se permet de dire des horreurs, des gros mots continuels contre les États-Unis, ce qui est tout à fait nouveau. Les Philippines étaient dans la main des États-Unis. Donc tout ceci montre l'affaiblissement du pouvoir américain un peu dans le monde entier. Et je le disais tout à l'heure, au Grand Moyen-Orient, donc en Turquie et en Iran, et en Extrême-Orient avec cette tournée. À ce propos, je noterai d'ailleurs votre conférence « Les États-Unis sont-ils sur le déclin ?» En dernière question, auriez-vous un mot pour conclure? J'aurais, oui, quelques mots pour conclure. D'abord, je voudrais remercier ici l'ambassadeur d'Irak en France, son Excellence le docteur Mouchine, qui m'a très aimablement convié à sa résidence à l'occasion de la visite en France d'une délégation de la sainte ville de Kerbala. Kerbala, c'est une ville où s'est déroulée en 680 après Jésus-Christ, en l'an 61 de l'Hégire, une bataille qui est restée extrêmement célèbre dans le monde musulman, puisque c'est au cours de cette bataille que l'imam Hussein, qui était le petit-fils du prophète de l'islam, a été décapité sur ordre du sultan du califat omeyyade Yazid Ier. Alors c'est très 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 important dans l'histoire musulmane, puisque c'est à partir de cette bataille et à partir du martyre du petit-fils du prophète qu'est apparu les partisans donc du défunt, du martyr, qui vont former l'islam shia, c'est-à-dire l'islam chiite, et puis ceux qui vont rester fidèles, donc les chiites sont partisans d'une succession du prophète par voie familiale, par voie héréditaire, et cet islam-là est pratiqué essentiellement en Iran, dans 2 tiers de l'Irak, et également dans certains prolongements, un petit peu au Liban, également au Bahreïn et sur un peu la côte sud du Golfe arabo-persique. Donc ça, c'est l'islam chiite. Et puis le reste, qui est l'islam sunnite, qui lui est favorable à une succession du prophète en fonction des plus compétents, des successeurs qui sont choisis. Le successeur, ça veut dire khalifa, c'est-à-dire le mot calife. Alors, il y avait donc cette délégation qui était venue. Moi, j'avais été invité. J'ai eu un déjeuner avec l'ambassadeur ainsi qu'avec le vice-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'Irak. Et ça m'a permis de voir que, moi-même, notamment le débat qui avait eu lieu à la télévision avec les 11 candidats, a été écouté par beaucoup de chancelleries, notamment dans le monde du Moyen-Orient. Et j'ai un certain nombre de contacts dans plusieurs pays du Moyen-Orient où on me dit que les choses que j'avais dites tout au long de la campagne, notamment la volonté de revenir à une France souveraine et indépendante, notamment la volonté de renouer avec la politique arabe de la France, notamment la volonté de ne plus dépendre des États-Unis d'Amérique, notamment mon refus de stigmatiser telle ou telle religion, et en particulier de stigmatiser nos compatriotes musulmans, notamment l'insistance que j'ai mise à soutenir les mouvements laïques, à rappeler que le régime qu'il y avait en Syrie ou en Irak, les régimes baasses, ou d'ailleurs le régime d'Atatürk en Turquie, c'était des régimes laïques d'inspiration française. Et puis également le fait que j'avais mis les pieds dans le plat dans mon débat du 4 avril avec les 11 candidats,
Lorsque j'avais notamment pris à partie Macron en lui disant qu'est-ce qu'il pensait du rôle du Qatar dans le financement de Daesh. Ben, tout ça n'est pas passé inaperçu auprès d'un certain nombre de dirigeants du Moyen-Orient. Je le sais, on m'en a fait l'écho, d'un certain nombre d'ambassades. Et donc, eh bien, tout ceci est bon pour la notoriété de notre mouvement politique et pour des relations que j'entends nouer de plus en plus avec des dirigeants, des ambassadeurs, des dirigeants d'un certain nombre de pays, soit au Moyen-Orient, soit d'ailleurs ailleurs. On est en train de prendre des contacts. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Il y a un deuxième point. Alors, ça n'a strictement rien à voir, mais j'ai eu un petit pincement au cœur et je voulais le faire partager aux gens qui me regardent pour une information qui est arrivée aujourd'hui, alors qu'il n'a vraiment rien à voir. Ça se situe en Australie. En Australie, dans le centre rouge, le désert rouge australien, pas très très loin de Alice Springs, il y a un monolithe, comme on dit, c'est-à-dire un rocher qui est très très célèbre. C'est, je crois, le plus gros rocher du monde, à peu près d'un seul tenant, qui fait 348 mètres de haut. C'est plus haut que la Tour Eiffel, et qui est donc très très grand, qui est rouge. Alors tout le monde a déjà vu, c'est une espèce de photo mythique de l'Australie. Il y a à la fois le port de Sydney et puis il y a ce monolithe. Pendant des décennies, ce monolithe a été appelé Ayers Rock, c'est-à-dire le rocher de Ayers, qui était l'explorateur britannique qui l'avait le premier découvert, l'avait vu la première fois. Et moi, quand j'étais enfant, ou adolescent, quand je m'intéressais déjà beaucoup à beaucoup de pays du monde, j'avais envie de voyager, on parlait de Ayers Rock. Depuis maintenant une vingtaine d'années, Ayers Rock a perdu son nom pour prendre un autre nom, pour revenir au nom que lui donnaient les aborigènes, qui est Ulumbu, qui est le rocher, c'est le nom aborigène. Les aborigènes étant les populations, c'est d'ailleurs différentes tribus, qui préexistaient à l'arrivée des Britanniques. Alors ce que l'on a appris aujourd'hui, eh bien, c'est que ce rocher Ubuntu, donc, va désormais être interdit à ce qu'on puisse le gravir. Du temps du monde blanc triomphant en Australie, ça avait été transformé un peu en une espèce de comment dirais-je, de parc d'attractions, c'est-à-dire qu'il y avait des sentiers, les gens montaient sur ce rocher. Et en fait, c'était contre la volonté profonde des aborigènes, pour lesquels cette espèce de rocher est quelque chose qui est tellement surnaturel. C'est dans un désert absolument plat que d'un seul coup il y a ce rocher, qu'ils y avaient vu un siège de quelque chose de spirituel. Et donc pour eux, marcher là-dessus, c'était un peu comme si quelqu'un se mettait à marcher sur des endroits particulièrement sacrés, de la chrétienté ou de l'islam ou du monde juif ou du monde voilà. Les aborigènes considéraient que c'était une violation de leur terre sacrée. Et bien donc ça a été décidé, donc à partir d'octobre 2019, donc il y a plus que 2 ans pour ceux qui veulent gravir ce rocher, et bien à partir d'avril 2019, il deviendra interdit de marcher sur ce rocher. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que il y a quelque chose qui est important, qu'il faut méditer. La politique, ça sert aussi de temps en temps à élever un petit peu l'esprit des gens et à les faire réfléchir aux choses. Le monde occidental, en fait, considère que la terre appartient aux hommes et qu'on a le droit de l'acheter, de la céder, de la vendre, de la mortifier, de la construire, de la racler, de modifier les paysages, etc. C'est une espèce de volonté démiurgique de l'homme de maîtriser la nature. Et puis, à l'autre bout, vous avez cette conception aborigène qui est le contraire. Les aborigènes considèrent que c'est pas la nature qui appartient aux hommes, mais que c'est les hommes qui appartiennent à la nature. Les aborigènes considèrent que la Terre n'est pas accessible, qu'elle n'appartient pas aux hommes, que ce sont les hommes qui appartiennent à la Terre. C'est d'ailleurs un principe qu'on trouve dans toute la zone Asie-Pacifique, on le trouve aussi en Afrique, mais dans toute la zone Asie-Pacifique, dans toute la zone Pacifique, excusez-moi, on trouve les problèmes que l'on trouve, problèmes fonciers en Nouvelle-Calédonie, que je connais bien pour avoir passé 3 mois en Calédonie dans les années 80, à la fin des années 80, sur les problèmes fonciers qu'on trouve aux Fidji, qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, qu'on trouve en Australie, que l'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que l'on trouve au Tonga, au Samoa, etc. Dans tous ces États, on ne peut pas acheter la terre. La terre est un bien, c'est comme une mère nourricière. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que
au XXIe siècle, il y a, je pense, on assistera dans les années, les décennies qui viennent, à une remise en cause du modèle occidental dont la mondialisation inévitable est devenue une impasse. C'est-à-dire que le monde occidental est lancé dans une vision du monde qui est une impasse. C'est pas vrai qu'il n'y a pas qu'au bout... La seule chose pour laquelle vivent les hommes, ça n'est pas de s'enrichir, 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 s'enrichir. C'est pas vrai. Le monde de Macron est un monde à vomir. Voilà. On ne peut pas mobiliser les gens, mobiliser les jeunes. On ne peut pas vivre, tout simplement, si on pense que la seule chose et la seule et unique but de la vie, c'est d'avoir plus d'argent, de devenir milliardaire, comme le disait Macron, et d'avoir du bling-bling, d'avoir des Rolex, d'avoir je ne sais pas combien de voitures, etc. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose dans la vie. Toutes les grandes religions l'ont dit. Je rappelle, le Christ disait « L'homme ne se nourrit pas que de pain ». Il y a autre chose. Les gens le savent, les gens le sentent. On est dans une impasse civilisationnelle. Il faut aussi qu'on revienne à une plus juste mesure de la vie. Il faut préserver la nature. Il faut respecter la nature comme les aborigènes respectent la nature. Il faut s'émerveiller de l'air du temps, s'émerveiller, protéger les paysages. Il faut arrêter une agriculture complètement délirante, complètement hyper-productive, avec tous les désastres que ça produit en matière sanitaire, en matière de maladies auto-immunes peut-être provoquées par le déferlement des antibiotiques, des pesticides, etc. Il faut réintroduire une société moins violente, moins agressive socialement. Il faut réintroduire, excusez-moi de le dire, peut-être un petit peu plus d'amour entre nous et entre les citoyens. Sur ce, je vous donne rendez-vous à notre université qui se tient à Azel-Rideau le 18 novembre. On a déjà pratiquement 600 personnes inscrites. Je crois que le dimanche après-midi, où il y aura une visite spéciale du château de Azel-Rideau, il n'y avait que 300 places. Je crois que c'est quasiment terminé. Donc si les gens qui m'écoutent, précipitez-vous pour vous inscrire, parce que je crois il n'y a plus qu'une quinzaine de places, si j'ai bien compris, qui ont été réservées, enfin qui peuvent être encore réservées. Et je vous dis à toutes et à tous donc de venir à cette université, si vous le souhaitez, de voter pour le congrès qui aura lieu le lendemain. Et puis je conclurai, comme d'habitude, là j'ai conclu cet entretien par le mot d'amour, qui est peu fréquent en politique. Je voudrais le conclure aussi en rappelant que nous avons tous, je pense, au fond du cœur, l'amour pour la République et pour la France. Les 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue, discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.